Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 21. Marie-Josée, aujourd'hui, on veut faire une petite mention spéciale. Oui, on aimerait remercier Mike qui nous a fait imprimer notre logo illuminé que vous voyez juste en arrière. Ouais, en plus, il y a une belle petite lumière à l'intérieur. J'espère que ça va bien sortir parce qu'aujourd'hui, Marie-Josée, c'est la première fois qu'on teste notre caméra dans le studio. Oui. Et c'est pas évident, cette belle petite caméra-là. On est passé d'une caméra GoPro à une caméra professionnelle. Bienvenue sur le Petit Couple électrique. Alors, comme vous le savez, on n'a plus de Tesla. On fait toujours la belle promotion des codes promo Tesla. Alors, si vous n'avez pas de parrain pour l'acquisition d'une belle Tesla, aujourd'hui, vous avez le code d'un abonné. Et si vous voulez que votre code apparaisse, vous avez tout simplement à nous l'écrire sur notre Facebook dans le Messenger et vous serez probablement le prochain sur la liste. Et en parlant de Tesla, si vous avez fait comme plusieurs dernièrement à la chasse au trésor au Cybertruck et que vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous l'écrire et à nous envoyer des photos. Oui, parce que nous, on a essayé de le suivre et on n'a pas réussi. En fait, tu as essayé de le suivre. Oui. Je t'ai laissé tout seul dans cette chasse-là. Exact, et j'ai pas réussi. Non. Très bonne nouvelle pour les bornes de recharge au Québec. Oui, Circuit électrique annonce la création de 116 nouvelles bornes de recharge d'ici 2030. Est-ce qu'on sait, Marie-Josée, c'est combien de bornes niveau 2, niveau 3 qui vont être réparties au Québec et un petit peu partout? Oui, on prévoit un petit peu plus de bornes niveau 2 que de niveau 3. Oui, Circuit électrique prévoit environ 6700 bornes de niveau 3, donc les bornes rapides, et 110 000 bornes niveau 2. On ne sait pas, par exemple, je sais que vous allez vouloir nous poser la question, est-ce que ces nouvelles bornes-là vont avoir le connecteur NACS de Tesla? On ne le sait pas. On pense qu'il va en avoir parce que justement, la nouvelle norme s'en vient très importante ici au Québec. Par contre, l'article ne le mentionne pas, fait qu'on ne veut pas s'avancer sur ça, mais selon moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire, en tout cas, parce que c'est jusqu'en 2030, fait que c'est sûr qu'il va en avoir là-dedans, qui vont avoir le connecteur NACS. Probablement, puis pour l'instant, on ne connaît pas les nouveaux endroits ou les ajouts peut-être à des endroits existants où il y a déjà des bornes. C'est pas précisé dans l'article. Non, puis s'il y a des nouvelles bornes comme les 350 kW qu'on était allé visiter justement dans les cantons de l'Est, puis qu'on voit qu'il y en a d'autres, mais c'est sûr qu'on va aller faire un petit tour. Certainement. On reste dans le domaine des bornes de recharge, mais cette fois-ci, on y va avec un côté plus luxueux. Là, on est loin des bornes du circuit électrique. Ah oui, c'est des super belles bornes qui vont être commanditées par Audi. Vraiment, là, c'est des bornes de 320 kWh qui vont être disponibles. C'est magnifique. Vous allez voir les photos. C'est avec un petit toit, c'est recouvert, c'est protégé pour les intempéries. C'est vraiment super bien. Et en plus, c'est des bornes qui vont être vraiment puissantes. L'objectif de tout ça, évidemment, c'est de recharger les voitures le plus rapidement possible parce qu'on commence à le savoir de plus en plus. C'est peut-être pas le kilomètre total d'une voiture qui est important, mais sa recharge et le temps de recharge. Oui, on nous dit qu'Audi est rendu à sa 5e station de recharge, toujours en Allemagne. Cette fois-ci, c'est à Munich. Puis on précise qu'on va vraiment dans des endroits stratégiques, là où il y a beaucoup de véhicules électriques. Ces bornes de recharge-là, Audi sont en partenariat avec le système de recharge Encharge, qui permet un peu de donner notre opinion sur les stations de recharge. Là, un peu comme on a ici là, sur certaines applications, on peut laisser des photos et ou des commentaires. À se fier aux images qu'on voit là, moi je donnerais déjà un 5 étoiles sur 5. Mais on sait pas, on n'a pas rechargé. Peut-être que c'est pas super bon. Je vais te dire d'abord pour la qualité d'image. Pour la qualité d'image, j'accorde le 5 étoiles. Nouvelle chez Volvo aux États-Unis et au Canada. Oui, Volvo prévoit une restructuration de ses employés, principalement pour le Canada et pour les États-Unis, en vue de l'ère des véhicules électriques là, qui n'est que grandissante. Ah oui, chez Volvo, on le voit, là, tous les modèles qui s'en viennent sont de plus en plus beaux en plus, sont 100% électriques. On parle quand même des restructurations de 88 millions de dollars chez Volvo. Ça semble pas beaucoup, mais c'est quand même, ce qu'on lisait dans l'article, c'est quand même 10% des opérations. Fait que c'est quand même important, mais selon moi, c'est tout simplement pour repartir l'ère de l'électrification chez Volvo. Oui, on parle aussi d'un changement au niveau des employés. Là, certains des employés cadres vont être justement réattitrés au Canada et aux États-Unis. On n'a aucune autre information pour cette belle nouvelle. Volkswagen maintenant se lance dans la version sportive de sa berline ID.7. Oui, et ils vont changer le nom pour faire en plus une marque encore plus importante, c'est la IDX. Une voiture qui, selon moi, va se démarquer énormément. On lit 550 chevaux, c'est énorme. C'est une voiture évidemment qui va être 100% électrique.
Elle va sûrement pas être non plus pour tous les portefeuilles, mais on veut la comparer déjà au groupe de GTI, dans le fond, au niveau de la performance, au niveau de la conduite et le confort de conduite. Moi, je trouve ça intéressant comme modèle, même si on sait que ce n'est pas nécessairement des modèles qui sont hyper vendus normalement. Non, ça va aller chercher une certaine clientèle, là, puis des berlines sportives électriques, il y en a un petit peu moins, puis peut-être que Volkswagen va avoir un prix un petit peu plus abordable que ses concurrents allemands. Oui, c'est une belle berline, évidemment, 4 portes. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'espace en arrière, mais c'est pas vraiment le concept normalement de ces voitures-là. C'est vraiment basé pour le conducteur et avoir beaucoup de plaisir, peut-être même sur une piste sécuritaire. Elle est basée sur l'ID7, même au niveau de sa performance de recharge. Oui, 200 kW au maximum, c'est quand même très bien. C'est sûr qu'on ne va jamais chercher le maximum quand on va recharger, mais là, on le sait, hein, on vous en parle souvent, les bornes de recharge changent. On voit de plus en plus de bornes qui dépassent les 100 kW. Il y en a qui frôlent le 350, etc. Alors, je pense que c'est l'objectif ici de Audi d'aller chercher une meilleure recharge et à cette performance-là, je pense que tu as déjà hâte de retourner sur la piste, fait que tu ne veux pas niaiser dans le pit de recharge. C'est sûr. Un gros transporteur FedEx fait aussi un très gros virage à l'électrification de ses transports. Oui, FedEx vient d'annoncer l'acquisition de 50 véhicules électriques pour ses parcs de Montréal, Toronto et aussi en Colombie-Britannique. Pour ce qui a trait à Montréal, leur succursale de Montréal-Est, c'est 5 nouveaux camions complètement électriques là, qui s'ajouteront à leur flotte actuelle. Oui, puis tu parles de camions, mais on voit aussi qu'il y a des vélos électriques avec une petite boîte à l'avant pour probablement les plus petits colis, puis dans des endroits un petit peu plus difficiles pour les grosses fourgonnettes. Moi, je trouve ça intéressant de permettre les deux systèmes. Par contre, nous, avec notre super bel hiver, je suis pas sûr que les livreurs vont vouloir faire cette belle livraison-là en vélo à partir de janvier. Non, mais ça va être pratique justement pour les saisons plus douces, l'été, le printemps, l'automne, pour circuler là, au centre-ville. Le vélo, c'est bien parfait. Ce qu'on lit dans l'article, Marie-Josée, c'est que les chauffeurs préfèrent utiliser les véhicules électriques. Est-ce qu'on sait s'ils sont capables de faire leur run, comme on dit, dans une seule recharge? Oui, on nous dit que les livreurs peuvent faire leur journée de travail jour et soir et que la recharge se fait la nuit et on reprend la pleine capacité, la pleine autonomie entre 5 et 6 heures. Et l'avantage de ça, c'est que le véhicule ne pollue pas pendant qu'il est en arrêt parce qu'on le sait, ils vont se promener de maison en maison, de porte en porte. Et les chauffeurs, évidemment, veulent continuer à laisser le véhicule soit fonctionner pour l'été ou pour l'hiver, soit pour la climatisation ou le chauffeur. C'est bien important pour eux. Oui, ils aiment bien l'aspect silencieux du véhicule et l'aspect technologique aussi que l'électrification leur apporte. On dirait aujourd'hui, Marie-Josée, qu'on va parler énormément de bornes dans nos nouvelles, seulement que 20% des bornes de recharge qui sont financées et, dans le fond, proposées par le gouvernement fédéral seraient actifs actuellement sur le réseau. Bien, on nous dit qu'environ il y a moins de 1 borne sur 5 qui est fonctionnelle, borne financée par le gouvernement fédéral. Par fonctionnelle, est-ce qu'on entend qu'elle est là physiquement sur place, mais hors service pour une raison qu'on ne connaît pas? Ou tout simplement, on a promis l'implantation à un endroit puis la borne n'y est toujours pas? Ça, l'article ne le dit pas, mais on sait que le gouvernement prévoit d'augmenter sa flotte de bornes électriques d'ici 2029, mais présentement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. On nous dit que ça ne va pas très bien de leur côté. Non, puis surtout, nous, on le sait, on vous le répète souvent, au Québec, on vise de plus vendre de véhicules thermiques à partir de 2035. Alors, c'est pas le genre de nouvelles que les gens veulent entendre parce que plus il va y avoir de monde, plus il va y avoir d'attente aux bornes de recharge. Oui, on a souvent aussi les commentaires là, sur les sites de voyageurs en véhicules électriques. Souvent, on nous dit que les bornes associées au fédéral sont souvent hors service ou non fonctionnelles. Donc, on voit souvent plus de commentaires négatifs que de commentaires positifs. Je pense que ça fait directement le lien là, avec cet article-là. Oui, puis je pense qu'on peut, on peut en profiter pour dire que le circuit électrique, les gens de Flow Circuit électrique là, qui sont gérés par Hydro-Québec, etc., là, on est très choyés au Québec là, pour ces bornes-là. Fait que c'est sûr que nous, on va toujours faire des comparaisons à ces gens-là, ces bornes-là, parce que je suis pas sûr qu'on est déjà arrivé en l'espace de près de 4 ans sur une borne qui est gérée par le circuit électrique qui était défectueuse. Non. C'est maintenant au tour du Lexus RZ électrique d'avoir eu le droit à ses tests de route. Oui, puis pas juste des tests de route, c'est des tests de ce qu'on appelle de collision. Oui, c'est ça. Il y a eu 5 étoiles, ce qui est quand même très bon, mais on mentionne qu'il y a un petit bémol qui est un petit peu gênant, par exemple. On mentionne que les gens qui sont assis à l'arrière seraient un petit peu moins en sécurité que les gens à l'avant.
Alors, je ne veux pas alarmer personne parce que c'est un très beau véhicule. Et deuxièmement, si on finit avec une cote de 5 étoiles, ça veut dire que c'est quand même très satisfaisant au niveau de ce fameux test-là. On sait-tu, Marie-Josée, c'est quoi qui cause qu'on a un petit bémol pour les gens à l'arrière? Oui, on a dit que c'est surtout quand il y a des adultes assis en arrière. Ils ont le thorax plus exposé, par exemple, que les enfants, là, étant donné la différence de grandeur. Puis c'est vraiment à cause de ça qu'ils ont perdu peut-être une petite cote, là, parce que les adultes seraient un petit peu moins en sécurité à l'arrière. Leur thorax serait plus exposé. Mais je pense que c'est vraiment une question de petits détails. Donc, si quelqu'un vient nous chercher avec le Lexus ARZ, je vais m'asseoir en avant. C'est ça. On sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de véhicules électriques, beaucoup plus qu'ici, donc leur liste d'attente est moins longue. Par contre, on préfère aux États-Unis garder les modèles qui sont entièrement américains et envoyer les modèles non américains au Canada dans le but peut-être de désengorger les listes d'attente. Ouais. On parle ici de Hyundai, de Kia, de Nissan. Donc, ces véhicules-là qui ne se vendent pas aux États-Unis parce que les véhicules électriques sont peut-être un petit peu moins populaires encore, tous ces véhicules-là, non américains, je précise, sont envoyés ici au Québec ou au Canada. Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle pour le Québec. On a lu, entre autres, pour la Leaf, et là, il faut prendre des bémols. Là. Notre article remonte à quelques jours. Oui, puis parle vraiment d'un concessionnaire en particulier dans la région de Longueuil. Donc, on ne veut pas mettre tous les concessionnaires là, dans le même bateau. Mais... Non, exact, c'est ça. Ce fameux concessionnaire-là disait qu'il y avait à peu près entre 12 et 18 mois d'attente avant cette fameuse restructuration des Américains. Et là, on parle de quelques semaines à un petit peu moins que 6 mois d'attente. Mais comme je vous dis, lancez-vous pas chez vos concessionnaires en disant le petit couple électrique a dit maintenant tous les véhicules américains qui ne sont pas américains sont maintenant rendus disponibles. Ce n'est vraiment pas le cas, c'est vraiment une petite poignée. Par contre, nous, ce qu'on aime là-dedans, c'est que si ça se produit régulièrement sur d'autres véhicules, mais ça se pourrait que votre liste d'attente se vide beaucoup plus rapidement et qui sait, vous pourriez peut-être avoir un beau petit cadeau de Noël cette année. Pour ceux qui nous ont suivis dernièrement sur Facebook, vous avez vu notre voyage au Nouveau-Brunswick. On est passé par Rivière-du-Loup afin de faire l'essai des nouvelles bornes de recharge qui étaient gratuites lors de notre passage. Oui, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit « Oh, vous n'avez pas donné assez d'informations sur ces bornes-là. » Fait qu'on va essayer de vous donner un petit peu plus d'informations, puis je pense qu'on va aussi clarifier ce que j'avais dit que j'étais pas tout à fait d'accord avec le concept des bornes. Alors, premièrement, ces bornes-là, c'est des bornes de 300 kW qui sont partageables. Fait évidemment, tout dépendant de votre voiture ou votre camion qui va prendre un petit peu plus de kilowatts ou non, mais c'est partagé. Le concept, quand on a mentionné que j'étais moins d'accord avec le concept des fameuses recharges gratuites, c'est pas que j'aime pas recevoir des recharges gratuites, c'est vraiment le concept que pendant qu'on était présent, il y a des gens qui attendaient de pouvoir recharger parce que comme nous, ils voulaient sûrement aller voyager et les gens ne revenaient pas parce que ces bornes-là sont super bien situées. Il y a plusieurs restaurants autour, c'est proche des voies rapides, alors ça a créé une mini-congestion. Alors c'est pour ça qu'on disait qu'on était moins d'accord. Parce que dans le fond, quand les bornes sont gratuites, c'est plus tentant de laisser son auto branchée, d'aller faire des commissions, d'aller manger, parce que ça ne coûte rien en bout de ligne. Donc, c'est correct qu'il soit gratuit pour la période de test, mais c'est toujours plus avantageux une borne payante. Moins avantageux pour notre portefeuille, mais plus avantageux pour tous les clients qui attendent pour utiliser ces bornes-là. Puis, ce qu'on avait mentionné aussi, puis ça, je maintiens ma position, l'emplacement des bornes est super bien fait et surtout pour se stationner. Si on avait eu une petite remorque, quelque chose, vous pouvez rentrer de n'importe quel côté. Fait que quelqu'un qui quitte, bien, vous pouvez vous placer tout simplement en arrière pour déjà être le suivant. Moi, je trouve vraiment le concept formidable. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir. Puis en plus, elles sont mignonnes, elles sont toutes petites, les bornes, fait que ça prend beaucoup moins de place que mes fameux frigidaires, comme j'appelle, du circuit électrique. C'est rare qu'on a ça dans nos nouvelles, mais on a vraiment cette fois-ci une voiture électrique pour les amateurs de bouettes et de sentiers hors route. Oui, la Mach-E Rally, qui est basée évidemment à partir d'une Mach GT, une Mach-E GT finalement, elle est quand même spéciale parce que, bon, de un, il n'y a pas plusieurs couleurs disponibles. Nous, la couleur qu'on a reçue sur notre pamphlet était un vert un petit peu lime spécial, mais pâlotte un peu. C'est peut-être pas pour tous les goûts, mais ça, comme je dis tout le temps, les goûts, ça se discute pas. Par contre, cette voiture-là a des suspensions vraiment renforcées. Il va avoir des pneus différents. Et ce que ça fait, c'est que malheureusement, puis je dis malheureusement, c'est probablement pas très grave, mais elle va perdre plus d'autonomie. On sait que la Mach-E
régulière va jouer à peu près entre 450 et 525 km. Mais celle-là, dans le maximum, puis elle ne mentionne pas qu'elle est dans la boue, prise, etc., on parle de 405 km. Ouais. Mais ça ne sera pas une voiture qu'on va voir régulièrement, ça va être probablement pour des collectionneurs puis des gens qui aiment jouer dans la boue. Elle va être facile à reconnaître sur la route, là, en plus des couleurs un petit peu particulières. On a aussi mis 2 bandes de peinture noire là, sur le capot en avant pour vraiment lui donner un air de voiture de rallye. Ouais, on dirait qu'on revient un petit peu à la Fast and Furious du vraiment. passé. Mais peut-être que dans le fond, ce véhicule-là a été conçu aussi pour certains courses dans le désert ou quoi que ce soit. On va voir. Mais je vous dirais là, que selon moi, on n'en verra pas beaucoup parce que les exemplaires vont être très, très limités. Marie-Josée, je pense que c'est plus un secret, j'ai un F-150, mais là, Ford annonce une nouvelle version de sa petite camionnette. Oui, Ford va en effet sortir le F200 électrique qui se situe entre le F-150 et le traditionnel F250 là, au gaz. Il devrait être un petit peu plus puissant que le F-150 Lightning, moins que le F-250. On pense peut-être qu'il va se retrouver un petit peu plus grand que le F-150 Lightning, mais moins que le F-250. Donc, vous comprendrez qu'il se situe vraiment entre ces deux modèles-là. Oui, selon moi, là, ils veulent peut-être jouer aussi avec la boîte à l'arrière, parce qu'on sait que le F-150 Lightning, actuellement, c'est une boîte de 5 pieds 5. Est-ce qu'on va voir une boîte de 6 pieds 5 apparaître, une boîte de 8 pieds? On ne le sait pas. On sait que, par exemple, qu'il devrait être beaucoup plus performant. On nous a même peut-être laissé entendre qu'il va avoir plus de kilomètres d'autonomie. À voir. On n'a aucune idée sur la batterie. On ne sait pas, on ne sait pas où est-ce que ça va jouer. Puis en plus, le modèle qu'on a reçu, c'était un modèle dessiné. Là. Fait que ça prouve qu'on n'est pas encore en mode production. Il n'y a pas d'usines qui ont annoncé ce véhicule-là. Mais moi, je pense que c'est justement peut-être le bon moment de regarder justement parce que Ford, on le sait, ont été les premiers à sortir cette fameuse camionnette-là. Est-ce qu'ils veulent déjà passer à la deuxième étape pour des contracteurs pour aller chercher des véhicules vraiment encore plus forts? Et on le sait, on parle à certaines personnes qui nous disent que le F-150 est super bien, le F-150 Lightning, mais il y aurait peut-être besoin d'avoir plus de force au niveau de la tire et peut-être une batterie un petit peu plus grosse pour pouvoir étirer nos trajets. Ouais, peu d'informations sur l'autonomie, mais de look, Ford a vraiment conservé la même devanture là, pour ces deux véhicules-là. On retourne maintenant chez Nissan. On vous en avait parlé un petit peu plus tôt dans une autre de nos nouvelles. Nissan a vendu environ 650 000 livres depuis la création de ce modèle-là. Et Nissan a eu une très bonne idée pour utiliser les batteries désuètes de ses anciens modèles Leaf. Oui, c'est de faire des petites génératrices portatives avec ces anciennes batteries-là. On le sait, quand une batterie, puis là, on ne part pas de débat non plus là-dessus, mais on sait qu'une batterie va tomber à un moment donné avec un petit peu moins de puissance. Je ne dis pas qu'elle va tomber à zéro, mais on le sait, on perd avec les années un certain nombre de pourcentages d'efficacité de la batterie. Alors, Nissan a décidé de dire, bon, ben, on va aller chercher certaines cellules de batterie qui sont encore fonctionnelles dans les vieilles voitures, soit qui ont été accidentées ou tout simplement qui ne sont plus fonctionnelles, et reprennent ces batteries-là, les mettre dans des bons vieux power packs, comme on dit. On peut amener ça en camping, au cas où à la maison, si vous avez, admettons, une perte d'électricité ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une belle façon de recycler des matériaux qui ne sont pas simples à aller chercher. On nous dit que ces petites génératrices-là sont parfaites pour recharger les petits appareils électroménagers du quotidien. Malheureusement, nous n'avons pas le prix de ces belles petites génératrices-là. Merci d'avoir été avec nous pour ce 21e épisode de vos nouvelles électriques. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et nous faire un petit pouce ou même nous écrire un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, on vous dit à la prochaine!